Alors, le vrai truc de fou, c'est il y a quelques années, quand le duo là, euh, m'avait demandé de préfacer un livre sur la mort qui ne s'affronte pas. Et je me souviens bien qu'au tout début, j'avais pensé, mais quelle mouche les a piqués. Et ils n'imaginent pas ce que je pourrais commettre dans ces premières pages-là. Et bon, ça ne leur a pas servi de leçon, en gros, hein, parce que quelques années plus tard, j'ai eu le même type de demande, en fait, mais là, conclusive, en me laissant carte blanche. Donc, vous savez, le père Freud voguait sur son navire pour arriver aux États-Unis avec un certain nombre de ses collègues, et puis tout le monde était là à dire « Ah, monsieur le professeur, votre renommée vous a déjà anticipé, quel accueil vous allez avoir, etc. » Et le père Freud rétorqua d'une phrase lapidaire « Mais ils ne savent pas qu'on leur apporte la peste. » Donc merci à messieurs Alric et Bénézek et à tout le comité d'organisation de ces journées de cette invitation. J'étais... ah oui, on m'a demandé un titre. Parce qu'il n'y avait pas de titre à cette intervention. Bon. Vous savez que le Père Noé, une fois que la terre ait été bien asséchée et que toute sa ménagerie est débarquée, eh bien, la Bible raconte dans la Genèse qu'il s'est tapé une belle cuite. Et donc, il était complètement pété, ivre sur son lit, mais surtout carrément à demi nu. Et il y a tout un chapitre de la Bible et de la Genèse qui parle du manteau de Noé. Et le manteau de Noé, c'était cet épisode particulier où, en fait, un des fils de Noé rentre dans la tente et voit son père à poil comme ça, et bien entendu, voit ce qu'il n'est pas censé voir, c'est-à-dire les attributs virils de son père. Et il ressort vite et en parle à ses deux frères en disant « voilà, etc. » Et les deux frères, dans un rituel extrême de présentation, d'exposition, vont en reculant avec un manteau, sans surtout s'approcher, ni pour le voir, et recouvrent donc le père de ce manteau, hein, et avec l'idée que, bien entendu, là, on n'aura pas accès à ses parties les plus intimes et à tout un travail sur la question de la honte. J'ai pensé juste à ça hein, quand on évoquait la question à la fois des soins palliatifs et puis du manteau, hein, et de ce moment très singulier hein, où, en fait, à la fin, celui qui est maudit par Noé, c'est le fils qui a vu la scène, et en particulier a vu son père nu, est allé avertir ses deux frères, parce que celui-là, il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Hein. Donc il a été confronté à l'obscène, le plus exposé en soi. Alors, si vous voyez le lien que je fais avec les soins palliatifs, l'exposition des soignants, etc., tant mieux. Si vous ne le voyez pas, tant pis. Voilà, donc quelques années, ça doit faire une vingtaine d'années que je travaille dans un centre de lutte contre le cancer à Marseille, donc l'Institut Paoli Calmette, et je rencontre dans ce lieu de soins chaque jour, hein, non pas que, mais en tout cas beaucoup de parents qui vont mourir, qui meurent ou qui sont morts, et beaucoup de leurs enfants. Et je les croise pendant la maladie de leurs parents, je les croise après leur mort, je les croise juste ou après des mois, voire des années. J'en ai suivi beaucoup de ces enfants qui sont confrontés à ce que Freud appelait le plus grand malheur de la vie. Et bien entendu, nombre de ces enfants que j'ai pu croiser m'accompagnent encore depuis, et j'imagine pour encore bien longtemps. Henri Michaud, qui est un peintre, un poète, un voyageur, écrit « Il est des morts embarrassés, malades. Il en est qui deviennent fous. Ici, entrent en scène les psychiatres pour morts. Leur tâche est d'orienter les malheureux,
de les guérir des troubles que la mort leur apporta. Et Michaud d'ajouter, cette profession demande beaucoup de délicatesse. Donc vous voyez, parfois je m'imagine psychiatre des morts. Et j'essaie de débarrasser les vivants des tracas que peuvent leur causer leur mort. Peut-on rêver un dessin plus démiurge ? J'accompagne des enfants dans leur nouvelle vie sans. Une vie sans leur père ou sans leur mère, ça se vit. Ça se vit même, et pour reprendre encore Michaud, dans les plis de la vie. C'est une vie plissée, mais c'est une vie. Une vie où les enfants sont considérés et reconnus. D'abord comme des êtres pensants, c'est-à-dire qui peuvent penser depuis le tout début de leur vie, et qu'ils peuvent penser des questions très complexes autour de la vie et de la mort. Et la mort, bien entendu, ça fait beaucoup travailler la pensée complexe, vous savez, qu'évoquait Edgar Morin, quand il a commis ce livre il y a un certain nombre d'années, là, où il parlait de l'homme et la mort. Et dans ce livre, il rappelle que complexus, en latin, ça signifie ce qui est tissé ensemble. On revient à l'histoire du lien et du manteau. Nous sommes donc tissés de tous les morts qui traversent nos vies. Et nous tissons du vivant à partir d'eux. Peut-être que c'est ça aussi, notre travail de deuil au quotidien. Alors il y a un monsieur que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle André Markovits, qui est un poète, qui a aussi traduit beaucoup de grands auteurs, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Figures ». Et dans ce livre, il écrit « Je suis accompagné par quelques ombres ». Moi, j'ai l'impression que j'emporte avec moi chaque jour, les nuits aussi, un immense bruissement, le chuchotis de ces ombres que j'ai côtoyées depuis tant d'années en ces lieux que l'on dit hospitaliers, et où j'ai pratiqué ce métier si singulier qui est de psychiatre en service de soins somatiques. Des ombres, mais comme autant d'échos, de paroles, de présences, des traces, et puis des lectures, des échanges, des groupes de paroles, mais surtout les reliefs très très vivifiants de la clinique du quotidien. Alors, cette clinique en tout cas, immanquablement, et c'est cela ce que je voudrais évoquer avec vous, elle n'est là que pour nous rappeler à ce que nous sommes et ce que nous avons vécu. Elle n'est là que pour nous apprendre à longueur de temps des leçons de, d'humilité. Une leçon totalement intransigeante. L'écoute et la parole nous apprend à être humbles. Et nous apprend aussi, en tout cas espère nous apprendre, que parfois la vie est surprenante de malice. Jusqu'à la fin de sa propre vie, Françoise Dolto prit au téléphone des malades et les conseilla, les écouta, au-delà de toute patience. Quelques heures avant de mourir, c'est raconté par Violaine de Monclos dans un de ses livres, elle prend un dernier appel. Et elle ne peut trouver la force de répondre totalement à l'échange qui vient d'avoir lieu. Elle souffle « Je suis en train de mourir, madame ». Ce à quoi son interlocutrice au téléphone répond « Nous avons tous nos petits soucis ». Nous avons tous nos petits soucis avec nos mémoires et nos histoires de vie. Alors, tout à l'heure, Agnès... Ah voilà, je pourrais dire ça. Le titre de cette intervention, c'est « Le petit chat est mort ». D'accord ? Ok. Donc tout à l'heure, Agnès va vous parler, mais pour l'instant, c'est une autre Agnès que j'emporte avec moi.
Je l'emporte avec moi très très régulièrement, jour et nuit. Parfois même la nuit, elle me tire de mon sommeil. Et parfois, elle me soutire aux aubes naissantes, un peu comme le ravi de la crèche qu'on a pas loin de chez nous. Une idée tout à fait réjouie de ce fait que nous sommes encore en vie et nous continuons notre vie. À l'époque, j'ai 19 ans. Et ça fait bien des années que j'ai eu 19 ans. Mais bon, à chaque jour, et je vous le disais même la nuit d'ailleurs tout autant, de plus en plus rarement, mais encore, une part de moi à 19 ans. Une part de moi rentre dans une petite maison blanche au fond d'une cour. Et une part de moi se présente, répond à peine à la question « Vous voulez la voir ?» et s'introduit dans une chambre tout aussi sombre, au bout d'un couloir qui me semble encore aujourd'hui complètement interminable. Une part de moi qui a toujours 19 ans donc, est toujours restée dans cette petite bourgade au fond du bassin d'Arcachon, qui s'appelle Andernos, prisonnier d'un été qui dure tout le temps, scellé au pied d'un petit lit de métal blanc, et dessus, une enfant repose. C'est la première fois que je parle de cette petite fille. Je me demande quelle part de moi a oublié, avec le temps, le côté noir, la froideur, la longueur du couloir, le chagrin, l'épouvante. Lequel de moi a décidé de laisser Agnès sur son lit de morte, parce qu'elle s'appelait Agnès, de quitter la chambre sombre, la maison blanche, la petite ville du bassin, et de continuer à parler, à sourire, à grandir. Lequel de moi vous a d'ailleurs croire un jour que les études de médecine m'exposeraient à sauver d'autres Agnès, et que traverser les champs de la pédiatrie m'emporterait loin de ce bassin et de ce lit de métal. Lequel de moi, confus et impuissant, se décide un jour à bifurquer du côté de la pédopsychiatrie, comme un renoncement heureux à ses espoirs complètement fous. Lequel a consenti un jour à s'allonger sur un divan élimé pendant des années et des années pour s'assurer de ce renoncement, accepter la mort, la souffrance, les offenses de la vie, lequel n'y est absolument pas arrivé, et a erré ensuite d'hôpital en hôpital, troquant des petits lits à barreaux pour d'autres lits indignement qualifiés de palliatifs, quittant les rives de la périnatalité pour celles encombrées d'adultes en mal de cancer. Lequel de moi a écrit l'enfant à l'hôpital ou l'enfant des séparations, l'enfant exposé, qui doit affronter la vie, ses obstacles, ses douleurs. Lequel parle ici, devant vous, de cette petite fille et de cette image terrible, épouvantable, des dizaines et des dizaines d'années plus tard, d'une petite fille sur son lit de morte après une chute de cheval à l'âge de 8 ans. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai emporté Agnès avec moi pendant toutes ces années et pourquoi, quand on m'a demandé de parler d'un truc de fou autour des soins palliatifs, c'est cette image-là de cet enfant qui s'est imposée à moi. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, quelque chose d'une espèce de... C'est quoi, c'est Ravel qui a écrit ce pavane pour une enfant défunte, vous savez, une infante défunte. Et il y a quelque chose qui est aussi un modèle très mélodique de la temporalité, de la mémoire, dans le travail qui nous confronte au quotidien avec la question et l'expérience de la mort. Immanquablement, nous sommes ramenés à ce que nous sommes,
l'évocation du soignant qui disait qu'elle se retrouvait nue à chaque jour, bien entendu, et on espère pour elle qu'elle se réhabille rapidement. Parce que cette défroque de toutes nos apparences et de tous nos petits costumes de vie, tout autant professionnels que personnels, immanquablement sont questionnés dans nos rencontres avec la fin de la vie. Et cette histoire, en tout cas, de cette petite fille, à moi, elle m'a rappelé beaucoup d'autres éléments qui régulièrement réapparaissent dans les rencontres que je peux avoir avec les enfants que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des enfants, des adultes que je rencontre à l'Institut Paoli Calmette. Il y a un monsieur qui s'appelle Henri Beauchot qui a écrit beaucoup de livres autour de ces questions-là, qui est mort il y a quelques années, et qui disait dans L'Enfant rieur, « Nous sommes natifs de nos ruines surgissantes ». Cette petite Agnès-là, elle a parlé très vite. « Tu connais des bouts de prière, toi ?» Elle est avec son père dans ce bureau de consultation, engloutie dans un fauteuil rouge, tellement grand pour elle. Elle semble minuscule du bout de ses 5 ans. Papa a dit que tu pourrais m'aider pour ma maman. Et comment tu voudrais que je t'aide, Agnès? Alors même qu'à peine prononcé ce prénom, je suis parti à des kilomètres de là et dans une époque bien plus lointaine. Je suis bien sûr en goguette du côté du bassin d'Arcachon et de mes 19 ans, et je ne suis plus dans ce bureau de consultation de l'IPC. Tu crois, toi, qu'on peut arrêter de mourir? La minuscule Agnès, droite dans son fauteuil rouge, me dévisage intensément, et elle doit se demander à tous les coups si elle peut bien avoir confiance en ce vieux bonhomme barbu qui s'échappe très vite et qui la plante là avec son père pour aller savoir quoi faire au fond de sa tête. Hé, tu crois, toi, qu'on peut arrêter de mourir? Délicate, la minuscule chose, elle répète. Des fois que je n'aurais rien entendu, elle sait bien que je ne suis plus là, alors elle la refait, polie, mais quand même insistante. Et docteur, tu crois? Elle devient un peu pressante, quoi. Papa, comment il pourrait nous aider, le docteur, pour maman? C'est quand qu'elle sortira de son lit? Alors là, voilà, il y a parfois des mots comme ça qui vous rappellent. Et l'histoire du lit, elle est, dans ma tête en tout cas, avec cette espèce de lit métallique blanc, dans un côté sombre et froid. Et du coup, je dis, le lit, quel lit? Et cette petite Agnès qui dit, ben oui, elle est toujours à l'hôpital, maman. Elle se lève même plus de son lit. Elle est toute blanche. Elle peut à peine parler. Juste, elle sourit un peu. Tu crois qu'elle peut arrêter de mourir? Son père, qui n'en peut bien entendu plus de l'entendre, cette minuscule petite fille dire des choses si définitives sur la vie et sur sa mère, se met alors à parler. Il raconte l'histoire que je me ressasse depuis qu'ils sont rentrés dans ce bureau, il y a quelques minutes à peine. L'histoire que je me repasse en boucle si souvent dans ce bureau de consultation. Il y a un enfant dans un fauteuil trop grand et un parent qui parle de celui ou de celle qui est mort ou qui va mourir. L'enfant a 1, 3, 10, 15 ans, mais le fauteuil est toujours trop grand pour lui. Et il est toujours trop petit devant l'immensité de la douleur qui se partage là. C'est rigolo parce qu'il y a des coquelicots rouges au mur du bureau, des stickers. Vous savez, gentils coquelicots mesdames, gentils coquelicots messieurs. Et j'ai découvert au bout d'un temps immémorable que le coquelicot était devenu au XXe siècle le symbole international à la mémoire de ceux qui sont morts à la guerre. La fleur du souvenir, dit-on. Cette insupportable guerre contre le cancer
que nous sommes, nous autres, chargés d'engager avec les patients, leurs proches, les équipes de soins, tous unis dans ce grand combat contre la maladie. Mais cette fleur, si frêle et vulnérable, d'un rouge si vif, si intense, se tient pourtant toujours très droite. Elle se dresse vers le ciel. Elle résiste aux tempêtes. Elle fleurit partout, partout où les graines se posent, des champs de blé mûrs aux murs de pierre. Elle fleurit sur les bords des routes, sur les terrains vagues, partout. Elle est capable de trouver ce qu'il lui faut dans la terre où elle s'enracine. Et elle ne craint d'ailleurs ni le soleil, ni l'aridité. Elle embellit n'importe quel lieu où elle fleurit. Toutes ces petites têtes blondes ou brunes qui un jour se sont perdues dans ce grand fauteuil rouge de ce bureau de consultation ont à coup sûr embelli ma vie. Mais dans le même temps, avec elles, j'imagine la vie de leurs parents, de leurs proches, de ceux qui restent ou de ceux qui resteront. Comme ils disent, tous ces enfants endeuillés ont aussi cette fonction-là. La rencontre est toujours incertaine avec la peine, la peur, la mort. Mais il faut aussi savoir que le coquelicot a, paraît-il, des vertus alcaloïdes. Et que du coup, comme le coquelicot, on peut imaginer que les uns les autres trouveront des ressources et des onguents pour continuer, pour se redresser et pour briller de ces couleurs éclatantes. Même si parfois très frêles et très vulnérables, les vents et les pluies de la vie vont peser sur leur fragile assurance. On a passé un long moment avec Agnès, avec son père. Ils ont parlé, j'ai parlé. Ils se sont tus, je me suis tu. Ils ont pleuré, je me suis retenu. Et puis Agnès a demandé à retourner voir sa mère. Le père a résisté à peine et ils sont partis vers l'unité d'hospitalisation, la chambre, le lit palliatif. Ils reviendront. C'est Agnès qui me l'a assuré. Ils reviendront après. Je n'ai pas du tout demandé après quoi. J'ai appris que la mère d'Agnès était morte quelques jours plus tard. Son mari m'a appelé, bredouillant des choses confuses autour de cérémonie, enterrement, la présence d'Agnès, fallait pas. Il pleurait. Je me suis encore retenu. Et puis quelques jours plus tard, Agnès était là, dans la salle d'attente, et elle avait voulu revoir le docteur des coquelicots. Elle voulait me poser une question. Et elle savait que j'allais lui répondre à cette question parce qu'elle savait que je réponds aux enfants. Quand elle aura fini d'être morte, maman, elle reviendra ? J'ai dit non, comme ça, d'un trait. Non. Non, Agnès, elle ne reviendra pas, ta maman. Elle a baissé la tête, à peine, comme si c'était une façon pour elle d'opiner. Et elle a dit, docteur, on ne peut pas arrêter le temps de la mort, hein. Il dure toujours. Je n'ai pas commenté. Comment est-ce qu'on pourrait commenter une aussi lucide évidence ? Nous n'avons pas du tout parlé de la mort qui dure toujours, mais du temps à venir qui ne se mesurera pas, du temps des souvenirs qui ne s'effaceront pas, et de la peine, de la colère, des coquelicots de son père. Agnès est revenue dans ce bureau trop fleuri avec son papa. Venait-elle pour y retrouver le docteur qui répond aux enfants ou pour y conduire son père, abattu, totalement égaré, un certain nombre de fois. Elle en a pas marre, maman, d'être morte, c'est long maintenant. Agnès a su bien vite que le temps allait être long, très long, pour son papa aussi. Parce que la mort ne se vit jamais seule, mais toujours accompagnée. Il y a toujours des vivants
qui escortent les morts et qui ne peuvent pas les lâcher, les laisser mourir pour de bon, pour de vrai, comme disait Agnès. Agnès, elle avait des compagnons étranges, et en particulier le soir, des espèces de monstres qui profitaient de l'obscurité et de l'absence de sa mère pour envahir sa chambre et venir la taquiner. Des fois, c'était dur pour elle de traverser la nuit ou de s'endormir. C'était encore plus dur de retrouver le jour. Elle se demandait si elle allait se réveiller. Des fois, elle pensait que si elle ne se réveillait pas, peut-être que sa maman serait là au matin pour lui sourire comme elle savait le faire. Son père, à chaque fois, était plié de larmes quand elle parlait comme ça. Et moi, à chaque fois, je me retenais. Que c'est chiant parfois de se retenir de pleurer. Agnès avait compris très vite qu'on meurt toujours, un jour, plus vite que Ionesco, quand il dit « J'avais fini par comprendre que l'on mourait parce que l'on avait eu une maladie, parce que l'on avait eu un accident, et qu'en faisant bien attention à ne pas être malade, en étant sage, en mettant son cache-nez, en prenant bien les médicaments, en faisant attention aux voitures, eh bien, on ne mourrait jamais. » On ne sait jamais vraiment quand. Les enfants, ça meurt aussi, docteur. Et on sait que ça dure pour longtemps. Quand on est mort pour la vie. Je voulais partager avec vous cette rencontre avec toutes ces Agnès. Parce que bien entendu, avec le temps, vous savez, j'ai passé l'âge de jouer à la pupille de la North et à relire Molière. Mais je pense que tous nous emportons avec nous, au creux de toutes les rencontres que l'on a dans notre vie, des espèces de fantômes. Vous savez, les romantiques russes parlaient des dibouks. Les dibouks, ce sont ces âmes errantes qu'un jour ou l'autre nous croisons et qui font, dès lors, partie de nous. La rencontre avec les soins palliatifs, immanquablement, nous confronte à ces dibouks que nous emportons tous au quotidien. Et je voulais, pour conclure cette journée, vous rappeler la force et l'importance des émotions qui nous meuvent dans chacun de nos moments d'exercice professionnel. Ne laissez jamais taire celui qui pleure en vous toutes les Agnès que vous avez rencontrées. Je vous remercie.